Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Et salut à tous et bienvenue dans cette deuxième édition du Mur des légendes. Donc le Mur des légendes, l'émission consacrée aux grands joueurs de l'AS Monaco. Salut Rome, salut Boris. Salut messieurs. Salut messieurs. Oui, les grands joueurs, en l'occurrence, c'est le premier. Voilà, pour ceux qui prennent le train en marche, je vous recommande évidemment d'aller voir notre émission notre première émission sur Eric Abidal, qui donc ne s'est pas retrouvé sur le Mur des légendes, malheureusement, contrairement à celui du club. En revanche, messieurs, ce soir, on va parler d'un joueur vraiment emblématique et vraiment marquant de l'AS Monaco, qui lui a toutes les chances d'y être, sans trop de spoilers. Mais on va parler... Dévoile pas. On va pas trop. On va parler de Ludovic Giuly, qui a été en plus le joueur choisi par les auditeurs sur notre compte Twitter. Voilà, on vous laisse effectivement le choix de l'émission. Boris, joueur pas une surprise. Sans trop de surprise. Voilà, c'était un petit sondage sur les joueurs de l'épopée 2004. Donc ce joueur marquant, le petit lutin monégasque, Boris, tu peux nous en parler un petit peu, puisqu'en plus tu as un souvenir, tu as été à son contact. Ouais, j'ai touché la main de Dieu. Voilà, petit souvenir, c'était l'époque où le centre de la Turbie était sûrement beaucoup plus accessible que ce qu'il peut être aujourd'hui. Puis Ludovic Giuly qui était aussi un joueur finalement assez accessible, assez sympathique. Donc voilà, petit souvenir. Les cheveux ont un peu foncé depuis, mais bon, voilà, c'est bien moi. Elle fait une magnifique photo. Rome, un commentaire sur cette photo, non On en a tellement fait en off que j'ai plus rien à dire. Voilà. Non, mais t'as épuisé tout le stock de blagues. Non, mais pour être plus sérieux, c'est le genre de photo que j'aurais aimé faire aussi en étant petit, mais bon, je n'étais pas un local. Donc... je disais joueur emblématique de l'AS Monaco qui arrive sur une intersaison, pas une intersaison hivernale et pas estivale. Il arrive donc en janvier 1998 en provenance de l'Olympique Lyonnais. Et Rome, c'est Jean Tigana, son père spirituel, on va dire, qui fait appel à lui, qu'il avait lancé déjà à Lyon. Ouais, donc Tigana, voilà, janvier 98, comme tu le disais. Je pense que ça fera partie des rares joueurs à avoir marqué autant le club, à être arrivé comme ça en cours de saison. Et inutile de me parler de Jemerson ou de Ballo-Touré, messieurs. Ah non, j'allais parler d'Abdenour. Cesc Fabregas. T'allais changer ce coup-ci. J'en avais un autre sous le coude, ouais. T'avais tout prévu. Oui, parce que c'est la deuxième fois qu'on enregistre. On a eu un petit souci. On a eu un petit souci. Donc oui, voilà. Donc joueur qui va arriver en janvier 98, qui va assez rapidement se faire sa place dans l'équipe, dans une équipe un petit peu dans le creux de la vague après une saison 96-97 que certains pourront qualifier d'exceptionnelle. Je sais que pour beaucoup de supporters qui ont vraiment vécu cette époque, moi je l'ai vécu évidemment, mais malgré tout, je n'avais que 10 ans, beaucoup la considèrent comme une des plus fastes de l'histoire du club, avec une demi-européenne ainsi que ce très beau titre. Donc Giuly arrive là, voilà, dans une saison un peu plus compliquée, même si il va y avoir tout de suite un gros parcours européen, Boris, mais parcours européen, je crois, auquel il ne va pas participer. Ouais, c'est ça. Il arrive en provenance de Lyon où il a déjà joué de la Coupe d'Europe, donc il peut pas participer à cette épopée de Ligue des Champions. Il regarde tout ça du banc. Il commence à faire des petites apparitions en championnat. Et puis la saison d'après, qui repart avec Tigana. En fait, Giuly, il est dans l'équipe, il est dans le groupe, mais
même si c'est Tigana qui l'a fait venir, il colle pas trop finalement au jeu avec le jeu en losange. Le 4-4 de losange de Tigana, c'est pas tellement un poste qui lui convient à l'époque, que ce soit le poste de 10 ou plutôt de 8. Et c'est vraiment quand Puel va arriver, donc un an plus tard finalement, en janvier 99, où Giuli va vraiment exploser et va prendre une option sur cette aile droite qui va être un petit peu sa propriété à l'AS Monaco pendant une longue période. Oui, c'est ça, parce qu'on le rappelle, Jean Tigana évoluait davantage en losange, 4-4 de losange, et effectivement, il remplace un Legwinski en tant que relayeur, et clairement, c'est pas son poste, donc ça l'aide pas non plus vraiment à s'intégrer. Il arrive un peu sur la pointe des pieds. On rappelle qu'il arrive, en plus il est très jeune, hein, il a 21 ans, il est aussi courtisé par Marseille, donc c'est un jeune espoir, mais c'est un joueur qui a encore besoin de s'aguerrir, donc c'est vrai qu'on pouvait pas lui demander tout de suite, mais clairement la saison avec Puel, donc tu en parlais Boris, c'est vraiment la saison où Giuli va vraiment se révéler pour le coup, en tout cas après le limogeage plutôt de Tigana. Mais effectivement, ce nouvel chapitre tactique de l'AS Monaco, voilà exactement, qui va donc initier ensuite une autre belle histoire. Donc tu en parles dans ta série Champion de l'an 2000. Mais effectivement, c'est ce 4-4-2 qui est à la base aussi un petit peu de ce titre, avec d'autres joueurs dont on parlera plus tard. Mais justement, Rome, ce 4-4-2, il va faire le bonheur pour le coup d'un garçon comme Ludovic Giuli qui va vraiment s'affirmer sur l'aile droite. Toujours ce fameux 4-4-2, hein, souvent monégasque, alors moins pour les titres des années 60, mais c'est vrai qu'on en revient toujours à ce 4-4-2, alors c'est pas le même évidemment que celui de 97, c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la même disposition tactique, mais c'est vrai qu'il va faire partie de ce quatuor offensif exceptionnel. J'ai quasiment envie de dire que c'est peut-être le moins bon des 4 sur cette saison-là, même s'il fait quand même une très grosse saison, hein, mais c'est vrai que les 3 autres étaient tellement extraordinaires cette année-là qu'il est peut-être un petit peu en retrait d'eux, mais en tout cas il va participer pleinement à cette saison et à ce titre de 2000, voilà. Ouais, sur cette saison 2000 où Monaco est champion de France, il dispute quand même 33 matchs en championnat, ce qui est quand même c'est un titulaire vraiment 34. À part entière. Bien sûr. Exactement, c'est ça. Alors c'est marrant parce que justement on parlait de ce 4-4-2 et il faut quand même rappeler qu'au départ Puel ne démarre pas tout à fait avec ce système, hein. Il démarre plus avec un 4-2 avec 3 milieux offensifs en fait c'est plutôt en moment où il va décider de remettre Lamouchi un petit peu plus bas et exiler Gallardo sur le côté que finalement l'AS Monaco va vraiment prendre sa pleine mesure et enchaîner ensuite les gros résultats en rééquilibrant justement cette équipe. Mais en tout cas Giuli est un élément prépondérant de cette équipe. Et la saison suivante, post-titre, se révèle plus compliquée encore que la saison 98, puisque là, Monaco finit quand même à une 11e place avec Claude Puel. Mais Giuli est un des rares joueurs, avec Djetou notamment, et Gallardo, à vraiment garder un niveau de jeu assez élevé, mine de rien. Et de là, il s'impose vraiment aussi, Boris, comme un taulier quand même de cette équipe. Il prend de l'assurance en tout cas, très clairement. Ouais, c'est vrai qu'il y a des champions de 97 et de 2000, il reste de moins en moins de monde à cette époque-là, et Giuli devient petit à petit, en plus avec de la maturation et puis un état d'esprit aussi, un leadership qui va se développer petit à petit. Ça devient vraiment un joueur important. Il y a une saison statistique qui est plutôt intéressante de sa part, même si la saison collective est pas très bonne. Avec notamment une finale de Coupe de la Ligue pour l'AS Monaco cette saison-là. Ouais, et l'année suivante, alors par contre cette année pour Giuli est beaucoup plus compliquée. Elle le reste pour l'AS Monaco qui voit l'arrivée de Didier Deschamps, Rome, mais cette saison pour Giuli, c'est presque une année blanche, hein, à ce niveau-là, mais qui va lui profiter par la suite. Oui, on rappelle, il se fait donc les ligaments croisés quasiment en début de saison, au mois d'octobre, et il reviendra pour la toute fin de saison.
ce qui fait qu'il ratera la Coupe du Monde 2002, cette fameuse Coupe du Monde 2002. Alors, est-ce qu'il y aurait été bon, on ne saura jamais, mais en tout cas, il faisait potentiellement partie des joueurs qui pouvaient y aller. Ça va lui faire rater ça, et clairement, oui, voilà, c'est une saison blanche pour lui. Ça lui permet de, entre guillemets, de ne pas participer à cette seconde saison de piètre qualité. On en a parlé déjà un peu sur Abidal la semaine dernière, parce que ça correspond aux 2 saisons d'Abidal, les saisons 2001 et 2002. Donc voilà, c'est clairement les 2 moins bonnes saisons collectives pour Juli au club. Je mets à part son retour, parce que c'est un petit peu particulier. Mais par contre, les 2 saisons qui vont suivre vont être d'un tout autre standing. Ouais, et c'est là où Monaco justement retrouve les sommets. Là aussi avec un 4-4-2 à nouveau installé par Didier Deschamps qui profite en fait des conseils de Juli finalement, enfin en tout cas de certains joueurs. On rappelle cette saison 2002-2003 qui démarre assez mal finalement. Deschamps privilégie une seule pointe avec Shabani Nonda, et c'est là où Juli, enfin notamment Juli qui en est le capitaine, qui va aussi aller monter au créneau et pour demander, parce qu'il y avait le retour de Dado Percho de près, à ce que Monaco joue avec 2 attaquants. Et c'est là que du coup Deschamps va installer son 4-4-2 qu'il ne va plus jamais quitter, même quand ça marche pas. Et c'est là aussi on voit justement Boris sur cette saison le leadership véritablement de Juli, qui prend vraiment énormément d'importance dans les vestiaires aussi, et sur le terrain, qui devient un élément clé tout simplement. Ouais, alors j'ai une petite question technique que j'ai pas réussi à vérifier. Je sais pas si c'est le moment où il passe à la période Juli cheveux bouclés à Juli cheveux courts, qui est une vraie métamorphose à mon avis, et ça c'est une analyse de très haut niveau. Non, ouais, il devient capitaine. C'est, je pense, alors j'ai pas tout l'effectif en tête, mais c'est probablement le plus ancien à ce moment-là de l'équipe, à part peut-être quelques jeunes formés au club. Et en plus, voilà, on disait tout à l'heure, et Rome disait à juste titre, c'était sûrement entre guillemets le moins fort des 4 du quatuor offensif en 2000. Là ça devient quasiment le plus fort, même si Nonda met évidemment une palanquée de buts. Juli devient un vrai leader sur le terrain, un vrai leader en dehors. Il passe la barre des 10 buts en championnat, il en met 11, donc ça devient vraiment un des très très bons joueurs du championnat. C'est ça. Ouais, c'était justement quand le Juli qui était arrivé, c'était un joueur dans ce style toujours un petit peu virevoltant, qui apportait beaucoup de percussions, capable d'aller presser vraiment les défenses adverses. Mais il a ajouté cette palette, t'en parlais au niveau statistique, il a augmenté ses stats, il a ajouté cette palette beaucoup plus de finisseurs, ce dont va profiter Deschamps Rome en plus l'année suivante, parce que dans ce 4-4-2 où on retrouvera principalement Morientes, Percho, on aura souvent Juli en attaquant de soutien. Oui, tout à fait. Après, oui, c'est toujours un peu la question, est-ce qu'on était vraiment en 4-4-2 en 2003-2004 Deschamps l'a confirmé dans Roten Régal, rappelle-toi le sujet sur l'équipe de France. Deschamps lui dit attends, comment on joue avec Monaco, rappelle-toi, 2004? Non, 4-4-2. Mais le truc, c'est que t'es Edouard Cissé qui faisait le Momo Sissoko de l'époque, le Moussa Sissoko, pardon, en allant côté droit. Oui, mais après, du coup, tu mets où Roten, Zikos et Bernardi dans tout ça? C'était 4-4-2, mais en fait, t'avais Juli qui faisait le deuxième attaquant, quoi. Oui, voilà. En fait, c'est plutôt ça. C'est plutôt Perso, en fait, qui n'est donc pas dans l'équipe. En tout cas, c'est clairement la stratégie, des gros matchs, et donc de cette épopée européenne de 2004. Mais très clairement, Juli va devenir un des maillons forts de l'équipe, comme tu le dis, Boris, mais aussi va devenir, à cette époque-là, le chouchou, en fait, tout simplement de l'équipe. Si j'ai bonne mémoire, dans les différents sondages qu'a fait Patrice cet été, il a été élu joueur préféré. Ça vient très clairement de cette époque. Il y a une vraie affection pour ce joueur-là, et on y reviendra assez rapidement. L'épopée de 2004 y est pour beaucoup, parce que certes, il y a Morientes, mais quasiment les buts, ou en tout cas le but le plus marquant, le plus culte de cette épopée-là, c'est lui, quoi. Ouais, effectivement, ce but face au Real Madrid, on peut en parler maintenant, mais c'est but. Voilà. Oui. C'est but, mais surtout la fameuse talonnade Madjer.
sur le 3e but qui envoie Monaco en demi-finale. Voilà, effectivement, Giuli est clairement associé à ces belles épopées européennes aussi, à cette belle épopée européenne et à ces beaux parcours en championnat aussi de l'AS Monaco, au point même que, voilà, il va être complètement carbonisé à la fin, le pauvre. Il finit le championnat et la saison complètement sur les rotules, avec une fin, un épilogue d'ailleurs douloureux à la fois pour les supporters dans la fin de l'épopée, mais aussi pour lui. Pour ses adducteurs surtout. Voilà, de cette finale, finalement, il n'en dispute que 20 minutes. Ce qui le prive là aussi, une nouvelle fois, une blessure qui le prive, en tout cas celle-là plus certainement que la première, mais qui le prive d'un Euro au Portugal. Oui, ouais, effectivement, Roten y sera et Giuli non. Je ne sais pas si on reviendra dessus, mais il y a un petit rendez-vous raté en fait dans la carrière de Ludovic Giuli avec l'équipe de France. Il a une petite ligne, c'est qu'il a quand même fait la Coupe des Confédérations 2003, qu'il a remportée, pour ceux qui s'en souviennent. Mais sur les grandes compètes, malheureusement, pour d'autres raisons encore en 2006, sur lesquelles on ne reviendra pas, cela ne nous regarde pas. Voilà, il passera à côté quand même de au moins 3 compétitions auxquelles il aurait pu prétendre. Ouais, et donc ce Giuli qui... Ouais. Non, je disais, je crois qu'il a 17 sélections, c'est vrai que c'est peu. C'est ça. C'était une très grosse époque de l'équipe de France. Hein. Enfin, c'était un peu entre 2 grosses époques, mais il restait des très gros joueurs. Mais c'est un joueur qui, quand même, aurait pu en glaner au moins le double, hein, même dans un rôle de joker. Quoi. Bien sûr. Très clairement. Malouda l'a bien fait, donc pourquoi pas Giuli. Oui, non, c'est vrai que. Mais c'est vrai que Giuli avait vraiment des qualités. Et il a aussi, il a explosé à l'AS Monaco, ce qui du coup a attiré les recruteurs. Et voilà, à cette saison 2004, il quitte le club, il rejoint le grand FC Barcelone. Un peu d'amertume dans son départ, messieurs, quand même, avec une proposition de prolongation très clairement honteuse de la part du club qui met tout l'argent dans la prolongation de Didier Deschamps et qui propose même une prolongation avec baisse de salaire de Giuli, alors qu'il fait clairement sa meilleure saison au club, avec un nombre de buts record, nombre de passes décisives record aussi, une épopée en Ligue des Champions. Enfin, techniquement, c'est très difficile à accepter et on comprend, Giuli part et pour son bien finalement, puisqu'il réussit au FC Barcelone. Ce qui n'était pas le cas des Français alors encore. Ça a été vraiment le premier Français à réussir, mine de rien. Oui, je pense, c'est vrai. Décisif en Ligue des Champions. Ouais, Eric Abidal qui du coup sera décisif, en tout cas réussira à Barcelone, mais un petit peu après lui. En tout cas, Giuli qui se retrouve en plus à frotter à la concurrence d'un petit jeune, Lionel Messi. Donc à qui pendant un temps quand même il est titulaire. Bon, Lionel Messi étant assez jeune, mais voilà. Et puis il va quand même gagner cette Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Voilà en tout cas le parcours de Ludovic Giuli à l'ASM. Mais surprise, messieurs, je ne sais pas si on peut dire surprise, il revient, mine de rien, alors que Monaco est au plus mal en Ligue 2. Je pense que là aussi, par rapport à sa cote de popularité, on en parlera aussi un petit peu tout à l'heure, très clairement, là, la cote de popularité de Giuli a monté en flèche Rome, puisque c'était un peu le retour du capitaine, du sauveur. On attendait beaucoup de Giuli, quoi. Ouais, comme tu l'as dit, il part au Barça où il va y vivre ses plus belles années. Après, il y a une saison à la Roma qui est peut-être un petit peu oubliable, même s'il y est titulaire indiscutable. Puis il va passer au PSG. Et voilà, en août 2011, il va donc rejoindre l'AS Monaco qui vient de descendre en Ligue 2. Et malheureusement, sa saison n'est pas inoubliable. Faut se rappeler quand même que la première partie de saison est catastrophique. Le club est dernier au classement. Si les Russes n'arrivent pas, encore une fois, si les Russes n'arrivent pas et n'achètent pas tous ces joueurs, je ne sais plus exactement lesquels arrivent l'hiver et lesquels arrivent l'été, mais il doit y avoir les Kaganer, les Subasic, les Dira, Vladimir Coman. L'été. Coman, Bon, c'est pas que des grandes réussites dans l'absolu, mais c'est des joueurs qui permettent en tout cas au club de même potentiellement croire à une remontée extraordinaire. Alors elle n'aura pas lieu, au final je crois qu'on va faire 7 ou 8e.
Ouais. Mais on va clairement faire une phase retour quasi parfaite qui va être confirmée d'un point de vue collectif la saison d'après. Par contre, Julie, lui, va partir à Lorient pour y terminer sa carrière un petit peu pas dans l'anonymat, mais bon, on va dire une fin de carrière un petit peu dommage pour un joueur qui aurait certainement mérité mieux, et un retour à Monaco qui semblait une très bonne idée sur le moment, mais qui, j'ai pas envie de dire que ça entache sa carrière au club, mais je m'en serais passé, quoi, très honnêtement. Oui, voilà, ça va pas être une grande réussite, même s'il fera quand même une saison quasiment complète. Il aura une blessure à l'automne qui va le priver des terrains pendant quelques temps. Mais c'est vrai que ses performances sont assez en dents de scie. On sent surtout un joueur qui misait beaucoup sur ses qualités de vitesse et de percussion, et qui, l'âge avançant, les a perdus, et qu'on voyait assez bouilli au final, et plus capable de faire ces mêmes efforts qui nous avaient régalé justement. Donc on sentait la fin pour Julie. Voilà, il fait partie de ces rares joueurs, en tout cas, à avoir fait un deuxième passage à l'AS Monaco. Et si, en tout cas, on regarde un petit peu au niveau des statistiques, c'est un joueur qui est quand même à beaucoup de matchs avec l'AS Monaco, mine de rien. Alors, on parle de 268 matchs pour 66 buts. Alors, il est dans le top 20, je crois. Il doit être 19e ex aequo des joueurs les plus capés avec l'AS Monaco. Et top 10 Donc, buteurs. Et top 10 buteurs, tout à fait. Il est À égalité, 10e, hein. je crois. Ouais, égalité avec Wea. Avec Georges Weah, Anderson. tout à fait, ouais. Ils sont tous à Anderson, mais un petit peu 67. devant, je crois. Djorkaeff, Anderson, Wea, Julie, ils sont tous à 67, 68, 66. C'est bon. Voilà. Mais donc voilà, en tout cas, Julie qui a véritablement marqué le club de l'AS Monaco, et beaucoup évidemment ses supporters. Donc tu en parlais, la popularité de Julie avec tous les sondages aussi récents qu'on a pu voir. Très clairement dans l'équipe type all-time aussi. Voilà. De tout le monde. C'est un jeu. Ouais, c'est ça. C'est devenu un joueur incontournable de l'histoire de l'AS Monaco. Et alors pourtant, peu de titres, mais on va en parler justement avec le vote, du coup. C'est vrai qu'il n'y a que 2 titres. Parce que le trophée des champions, il y en a 3 en théorie. Ouais, et, parce qu'il y a le trophée des champions, mais bon. Mais c'est vrai que finalement, le rendement est plutôt maigre pour 8 saisons au total. Donc ce vote que vous voyez donc sous vos yeux, il est unanime, très clairement. On rappelle un petit peu, Boris, les 4 critères sur lesquels on se base, et on a vraiment les mêmes notes pour le coup, et le même résultat final, à savoir que Ludovic Julie mérite évidemment sa place sur le mur des légendes de l'AS Monaco. Ouais, on a 4 critères qu'on applique à chaque joueur. La longévité, donc le nombre d'années de matchs joués, le niveau, plus sur le côté, le niveau individuel du joueur, vraiment la qualité du joueur en tant que tel. Le palmarès, les accomplissements collectifs, c'est les titres, mais aussi le fait d'avoir eu éventuellement des épopées européennes, des bonnes saisons, versus des joueurs qui auront des saisons peut-être de Ligue 2 ou quoi, qui seront pénalisés. Et puis la catégorie plus subjective qu'on a appelée legacy, héritage entre guillemets, qui a plus trait au côté émotionnel, ce que représente le joueur dans l'histoire du club et dans le cœur des supporters, je dirais. Alors sur ce premier critère, donc le critère du niveau, messieurs, on a tous attribué cette note de 4 étoiles sur 5. Rome, c'est un joueur qui, globalement, on a vu progresser justement tout au long de sa carrière à l'AS Monaco, jusqu'à exploser et partir dans un grand club européen. Donc cette note-là, finalement, elle est assez logique. Il y a eu très peu de trous d'air finalement dans le parcours de Julie. C'était très très constant au final, si ce n'est peut-être son arrivée la dernière saison, quoi. Oui, mais c'est pour ça qu'on est tous, je pense, à 4 étoiles. Joueur très très fort, très très dominant en Ligue 1, mais également sur une épopée européenne. Lui a eu la chance de montrer tout son talent en Ligue des Champions. Ce sera un peu moins le cas du joueur dont on va parler dans la prochaine émission, messieurs, donc la semaine prochaine, pour les auditeurs, mais dans 10 minutes pour nous. Donc voilà, il marque en Ligue des Champions, il marque des buts importants. La finale de Coupe de la Ligue en 2003, il marque 2 buts.
Moi, ça, c'est le genre de choses qui sont également très, très importantes. Voilà, oui, c'est la définition du clutch, qui est un terme plus NBA, basket, mais qui peut aussi très bien aller à Ludo Giulia. Donc, oui, moi, c'est pour ça que j'ai pas trop de soucis à lui mettre un beau 4 sur le niveau. Et il va confirmer, encore une fois, que c'est un grand joueur, vu qu'il va être titulaire dans ce qui sera pas le grand Barça, mais dans le premier. Les prémices du grand Barça. Ouais, voilà, les prémices avec Ronaldinho et tout. Et puis on dit clutch, voilà, rappelons-le, cette demi-finale face à Milan où je pense que, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, clairement, je l'ai vécu par procuration, son but, qui finalement, je l'ai vécu. Voilà, c'est procuration. Exactement, je l'assume totalement. J'ai vibré à ce moment-là parce qu'en plus le but est quand même magnifique aussi, il faut le dire. Et ça me faisait tellement plaisir pour lui. Il fait une saison pleine aussi à Barcelone. Et en finale aussi, il marque le but est refusé parce qu'il y a la faute de Lehmann, mais il aurait pu marquer en finale. Mais voilà, donc c'est vrai que très clairement, c'est un joueur qui a eu une importance, une grande importance dans les clubs où il est passé, entre Monaco et Barcelone. L'autre critère, messieurs, aussi, alors on a le palmarès. Alors, on en parlait justement, ce palmarès, il est finalement assez peu fourni. On a cette Coupe de la Ligue, ce titre évidemment en 2000, dont on a un petit peu parlé. On a cette Coupe de la Ligue dont on n'a pas parlé par contre, où il est ultra décisif aussi, justement, parce que, à plus d'un titre en fait, parce qu'il marque 2 buts en finale, mais aussi parce que finalement il fait en sorte que Deschamps joue vraiment cette finale, quoi, parce qu'en fait, Deschamps était parti pour tout miser à nouveau sur le championnat. Enfin, à nouveau, pour tout miser sur le championnat et mettre un peu de côté, mettre une équipe un peu bis pour la finale. Et là, Giulia est monté aussi au credo, encore une fois, pour dire non, il faut qu'on la joue, il faut qu'on la gagne. Et là, du coup, il met l'équipe type. Et c'est une démonstration éclatante. Boris, un des plus gros matchs de l'époque Deschamps-Monaco aussi. En tout cas, un match vraiment marquant, quoi. Ouais, c'est la dernière coupe qu'on a gagnée en plus, hein, c'est-à-dire que effectivement le palmarès de Giulia, et ça dépend à quoi on le compare. Si on le compare aux joueurs d'avant cette période-là, forcément il va y avoir beaucoup de personnes qui ont fait des doublés. Il n'y en aura pas tant que ça non plus, hein, qui auront mieux qu'un championnat, une coupe. Par contre, depuis, c'est des choses qu'on n'a pas vues. Cette coupe, ça va être finalement le seul trophée de l'ère Deschamps aussi, donc c'est quand même bien qu'on ait pu valider ce passage-là avec au moins une ligne au palmarès, Monaco qui écrase Sochaux en finale, et puis dans le palmarès, je le disais aussi, ça compte les accomplissements collectifs un peu plus larges. Il y a quand même le plus beau parcours, j'irai pas jusqu'à dire la plus belle saison parce qu'il n'y a rien au bout, mais le plus beau parcours européen de l'histoire, et lui il joue un rôle prédominant. C'est pour les mettre ex aequo avec Morientes peut-être dans le côté un peu emblème de cette équipe-là, de cette campagne-là. C'est le match le plus célèbre de l'histoire du club, le plus grand match de l'histoire du club. Giulia met aussi un doublé dedans. Donc voilà, c'est quand même un joli petit palmarès au final. C'est un palmarès que aurait pu mériter peut-être 3 étoiles et puis qui vient être vraiment gonflé, on va dire, par cette finale européenne. Il y a des podiums aussi. Il y a des podiums aussi, effectivement. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a 2 podiums avec les saisons 2002, 2003 et 2003, 2004 où à chaque fois, on se fait un peu couillonner sur la fin, très clairement. On est un peu. À chaque fois, on se retrouve le dindon de la farce. Il y a aussi donc cette 4e place, cette 3e place déjà en 98, la 4e place ensuite en 99. Oui, c'est pour donc ça, c'est quand même très régulier, quoi. Et 2002, voilà, et 2002, qui est quasiment la moins bonne, il participe pas ou presque. Donc, voilà. Et, très clairement. Donc, le 3e critère, Rome, sur la longévité, bon, pas grand-chose à dire avec tout ce qu'on a énoncé. Oui, voilà, c'est simple. 268 matchs, titulaire assez rapidement. Voilà. Moi, je me suis mis une barre à 300 matchs pour être à 5. Donc il est légèrement en dessous, c'est 4 étoiles. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien de rien de plus, quoi. Et puis pour terminer, messieurs, du coup, ce fameux critère legacy, là où au final, entre guillemets, on va pas dire on nous attend le plus, mais finalement là où c'est là que s'écrit en quelque sorte la légende, Giulia, finalement, Boris. Ouais, si on classait les joueurs sur ce critère, ils pourraient légitimement prétendre à la première place.
On l'a dit, il était le joueur préféré. Il est toujours aujourd'hui le joueur préféré de la fanbase monégasque. On l'a vu avec les sondages de Patrice, je crois que c'était d'assez loin en plus. Il n'y a vraiment pas match entre lui et les autres. Alors il bénéficie peut-être du fait que beaucoup des gens qui votent, etc., sont d'une génération un peu trop jeune pour avoir connu des joueurs plus anciens, mais voilà, il réunit beaucoup de critères, le niveau, le palmarès, et puis joueur très marquant par son charisme, par son humour. Je peux que recommander pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou même s'ils veulent le revoir, le Périple Rouge, où on voit beaucoup Ludovic Giuly. C'est un régal quoi d'avoir ce joueur. On a envie d'être pote avec lui. Enfin voilà, les gens l'adorent. Il est resté même pour son après-carrière. Il est repassé plusieurs fois au club. On sent qu'il a envie de continuer à avoir un lien avec ce club. Ça, c'est pas matérialisé plus que ça pour le moment, mais voilà, il est indéfiniment attaché à ce club-là. Oui, et alors justement, sur ce plan-là, l'histoire, entre guillemets, a continué, parce que Giuly a basculé dans une carrière amateur. Il a joué dans son club de départ, Chasselet, Mondor d'Azergues. Et puis il est revenu quand même à Monaco, où il a joué, il a partagé un petit peu encore des moments avec des Gaël Givet, par exemple, aussi, qui était revenu jouer c'était avec la PHA, avec Yann Kohler. Équipe 3, voilà. Voilà, exactement. Donc, c'était vraiment le plus bas niveau, mais c'était le plaisir pur. Il y a eu ce rôle aussi d'ambassadeur du club où, bon, on va pas se mentir, c'était un peu emploi fictif, c'était la planque quand même. Mais qui lui va pas trop mal. Oui, finalement, oui, je pense que c'est ce qu'il lui faut. En tout cas, il a eu d'autres envies, d'autres désirs, celui de continuer aussi en tant qu'entraîneur. Il s'est formé en tout cas en partie à l'AS Monaco en étant assistant de David Bechkoura de la réserve. C'est plus le cas aujourd'hui. Pour quelle raison, ça, on ne sait pas trop. Mais peu importe, en tout cas, effectivement, il y a un attachement. Ce qui est marquant en Rome aussi, alors, entre guillemets, t'es pas local, donc peut-être que t'as pas forcément ça en tête, mais je pense aussi beaucoup à ses retours à Louis II quand il était avec le maillot du PSG. Ah oui, non, très honnêtement, je n'ai pas particulièrement ça en tête. Tu veux dire qu'il était mieux accueilli que Kylian Mbappé ? Que Jérôme Rotten, je pense notamment, qui était aussi au PSG à l'époque. Et c'est vrai que, voilà, en termes justement de legacy, en termes de legacy, justement, un mec comme Giuly, malgré le fait qu'il joue au PSG, porte le maillot du PSG, était véritablement acclamé par le public du Louis II, alors qu'à l'inverse, un mec comme Rotten est parti un peu salement, entre guillemets, où lui était complètement hué, quoi. Donc voilà, là on peut mesurer justement cet attachement des Monégasques à Ludovic Giuly. C'est bien, c'est quelque chose de trop rare dans le foot pour moi, ça m'agace. Vous savez, de toute façon, moi je suis plus rugby et c'est quelque chose qu'on voit quasiment pour tous les joueurs dans le rugby. Quand ils reviennent dans leur club, ils sont très rarement hués. Il faut vraiment qu'il y ait eu quelque chose de très particulier. Mais voilà, c'est bien que ça soit arrivé à Ludo Giuly. Je trouve ça dommage que Roten ait été beaucoup moins bien accueilli. Mais bon, voilà, c'est un détail. Mais en tout cas, oui, voilà, pour la Legacy, moi, je lui ai mis 5 tout simplement parce que je pense que pour les gens qui sont nés dans fin 80 et années 90, c'est le joueur qui vient en premier à l'esprit quand tu parles de l'AS Monaco. Peut-être pour les générations un petit peu plus vieilles, ça va être du Amoros, du Ettori, évidemment. Mais je pense que pour notre génération, je pense que c'est vraiment que c'est Giuly. Après, évidemment, certains pourront dire Trezeguet, etc. Il y en a d'autres, hein, bien entendu. Tout comme je pense, et ça sera une émission plus tard, que pour les plus jeunes, ça sera Falcao. C'est bien possible. Il était tête de gondole, en tout cas, d'une autre page Falcao, glorieuse de l'ASM. Je dirais que sur 2017, ce serait peut-être Bernardo qui s'approcherait un peu dans le style de la position sur le terrain, mais aussi le côté très sympathique, grosse cote. Le côté affectif. Ouais, bien affectif, peut-être. Côté affectif, plus que Falcao et Fabinho, peut-être, qui sont les deux autres gros joueurs. Sur le lien affectif, oui, mais sur le côté représentatif d'une époque. Pour moi, Giuly est le joueur des années 2000. Moi, Falcao sera le joueur des années 2010. C'est possible, c'est possible, avis, ouais. Possible, non, mais ça, c'est un avis qui se défend, bien sûr. Voilà, en tout cas, je pense qu'on peut arrêter là cette émission sur Giuly, messieurs. Voilà, très clairement, Giuly, donc on peut le voir sur ce beau mur des légendes Rome. C'est donc le premier. C'est bien que ça soit lui qui l'inaugure. Voilà, c'est lui qui donc lance
lance la course. Voilà. T'as pas mis Ludovic Giuly. Abidal, là T'as pas mis Non, Abidal bah non, tout du coup, non. petit, non. tout petit, non mais en tout petit à droite. Tout petit. On verra pour l'émission la suivante, par contre, si le mur reste tel quel. Donc voilà, ce mur des légendes, donc Ludovic Giuly qui l'inaugure. Que dire de plus? Bah voilà, tout simplement joueur emblématique de l'ASM. Merci, bravo. Très clairement, voilà, il rentre avec, je pense vraiment pour le coup, avec peu de joueurs, il rentre dans un cercle très fermé de joueurs vraiment emblématiques pour le coup. Bien plus que d'autres qui pourront avoir leur place sur le mur. Mais lui, il est avec des Tori ou il est à part. Encore, c'est un joueur un petit peu à part, je pense, comme un Delionis ou quoi. C'est le dernier cercle, quoi. Moi, rapidement pour conclure, je ne sais pas si c'est la plus grosse légende du club. Il est certainement dans les 3, 4, 5. Par contre, je pense que au niveau des étoiles, là, je pense qu'il n'y aura pas au-dessus. Bah, de toute façon, il n'y a pas 6, donc il ne pourra pas y avoir au-dessus. Il n'y a pas qui? Il n'y a pas 6. Non, pas 10. Non, mais je veux dire, je pense qu'aucun joueur n'auront autant d'étoiles dans toutes les catégories. C'est juste ça que je voulais dire. Il y en a qui se feront avoir par le niveau ou par la longévité. Peut-être. En tout cas, voilà, mais très clairement, il tape un très très gros score. Voilà. En tout cas, oui, si on fait le calcul, on lui a mis quoi? On lui a mis 17. On lui a tous mis 17. Voilà. Sur 20 étoiles possibles, effectivement, c'est un des plus gros scores. Voilà, messieurs, ce qu'on pouvait dire sur Ludovic Giuly. Juste, voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, ou en tout cas d'avoir une autre émission sur Ludovic Giuly, je peux quand même vous recommander le Mémoire vive d'ASM Foot, qui est également disponible sur l'ancien site ASM Foot. Ça fait toujours plaisir aussi. C'est une émission qui commence à dater, puisqu'il avait fait avant son retour, mine de rien. Mais elle a le mérite d'exister. Il y aura d'autres anecdotes, d'autres choses qui seront à partager. Donc ça peut être aussi sympa d'aller l'écouter en complément, évidemment, de ce mur des légendes. Voilà, messieurs. Merci Boris, merci Rome. Le prochain rendez-vous, du coup, pour nous, ce sera une émission sur Marcelo Gallardo, le troisième mur des légendes. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Salut! Et bisous!